Il est 11 h ici à Paris, midi à Damas. Cette double explosion donc est intervenue il y a un peu plus d'une heure et demie maintenant aux abords de l'hôtel Four Seasons qui est en plein cœur de Damas. Deux bombes qui ont explosé coup sur coup alors que le président français avait, nous dit-on, déjà quitté l'hôtel après y avoir passé la nuit pour se rendre au palais présidentiel auprès du président Al-Shara où il se trouve toujours. Entretien bilatéral entre les deux présidents qui sera suivi normalement d'un forum économique où seront signés des contrats. Antoine Mariotti, bonjour. On est ensemble depuis une heure sur cette antenne. Quelles sont les dernières informations si on essaie de faire le déroulé tel qu'on le sait à l'heure où l'on se parle? Ce que l'on sait, c'est qu'en effet, le président français et sa délégation, il y a notamment Jean-Noël Barrot, il y a son conseiller diplomatique, Emmanuel Bonne, sa conseillère Moyen-Orient, et d'autres, évidemment, comme dans ce genre de cas, dormaient dans le Four Seasons, qui est un hôtel très sécurisé du centre-ville de Damas. On est vraiment en plein cœur du centre, on n'est pas à la périphérie, ou plus ou moins une entrée, comme un autre grand hôtel, qui est le Sheraton, par exemple. Là, vous êtes vraiment au cœur de Damas, et deux explosions ont lieu à proximité. On ne sait pas si c'était à 5 mètres, on ne sait pas si c'était à 150 mètres, à 300 mètres, mais en tout cas à proximité de cet hôtel Four Seasons. On sait que selon des sources élyséennes, eh bien, le président de la République n'a même pas entendu ces explosions, donc il n'était pas à proximité, donc pas à l'hôtel. Manifestement, ils étaient en route parce qu'on me parle d'un convoi et que le convoi n'a pas entendu les explosions et qu'ils étaient d'ailleurs à l'extérieur du centre-ville. Donc ils n'étaient pas dans le centre-ville, donc très probablement d'ailleurs sur la route pour pouvoir rejoindre le palais présidentiel qui est sur les hauteurs de Damas et qui surplombe un petit peu la ville. Donc ça, c'est une possibilité. Ce que l'on sait aussi, c'est que derrière, eh bien, le programme s'est poursuivi normalement, c'est-à-dire que la délégation française, par définition, n'ayant pas entendu l'explosion, n'a absolument pas été touchée, qu'il y a en revanche, et c'est un bilan provisoire, au moins 18 blessés, donc 4 policiers syriens qui, sur place, ont été touchés par ces explosions, dont une bombe aurait été dans une camionnette et l'autre dans une benne à ordures, manifestement. Reste à savoir maintenant quelle était la cible. Le fait que ce se passe au moment où il y a le président français n'est évidemment pas un hasard. Maintenant, est-ce que on vise directement le président français? Dans ce cas-là, pourquoi ne pas être plus proche de l'hôtel? Peut-être parce qu'on n'arrive pas à s'en approcher, mais on pourrait se dire aussi que s'il n'arrive même pas à entendre l'explosion, c'est soit qu'il y a un sérieux raté quand on vise un président français qui n'entend même pas l'explosion, c'est qu'on était quand même très très loin, soit que c'était le président syrien que l'on vise non pas à sa vie directement, mais pour déstabiliser aussi ce pouvoir-là, et parce que Ahmed Al-Shara ne manque pas d'adversaires et d'ennemis, même si aujourd'hui ses ennemis d'hier, à commencer par les Français, Emmanuel Macron, par les Américains qui a mis sa tête 10 millions a pris 10 millions de dollars, etc. Eh bien, tout le monde essaye de s'appuyer sur lui pour essayer de renforcer son régime parce que ça a été la seule alternative à Bachar el-Assad. Alors que, je le rappelle, ce que me disait, c'était quand même le chef d'Al-Qaïda en Syrie pendant un temps, même s'il s'en est dissocié après. Je vous le disais tout à l'heure, je parlais il y a encore quelques mois avec l'ancien responsable de la CIA chargé du dossier syrien au moment justement du conflit syrien. Il me disait, Ahmed Al-Shara, attention, c'est du hardcore Al-Qaïda, c'est pas j'ai été djihadiste pendant 3 semaines, j'étais le patron d'Al-Qaïda dans le pays. Donc ça, on ne se dissocie pas d'une idéologie comme ça du jour au lendemain. On voit bien les tentatives qu'il peut y avoir avec les anciens djihadistes. Ça a quand même une forte tendance à échouer. Donc il y a une prudence du côté des Occidentaux. En même temps, un empressement à ce que ça se stabilise en Syrie, qu'on n'ait plus à gérer ce problème-là. Et tant qu'à faire, on le voit là, qu'on puisse avoir des accords commerciaux et économiques qui soient avantageux. Donc pour l'instant, le programme se poursuit. Mais il n'est pas impossible que ce soit tant le président français que le président syrien qui ait été visé directement ou indirectement, parce que c'est aussi un message envoyé aux autres chefs d'État et de gouvernement européens. Si vous voulez venir en Syrie, c'est un petit peu compliqué, peut-être que vous devriez reporter. Ahmed Al-Shara qui a opéré une espèce de mue diplomatique à succès depuis 1 an et demi qu'il est arrivé au pouvoir à Damas, reçu à Washington, reçu à Paris. Et bonjour Adel Bakawan. Bonjour, Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes le directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Cette visite d'Emmanuel Macron à Damas, c'était pas l'apogée, mais c'était quand même une victoire diplomatique majeure. Premier président français à se rendre en Syrie depuis 17 ans. Premier président occidental à venir à Damas depuis la chute de Bachar el-Assad. Double explosion ce matin à Damas. C'est quand même un sérieux revers pour le président Al-Shara. Les explosions? Oui, absolument. Ah non, mais bien sûr, absolument.
Depuis à peu près un an, le président Char mobilise tous les moyens pour dire que la Syrie est relativement stable, sécurisée et il nous manque le développement. Sécurité, stabilité. Donc maintenant, les entreprises occidentales ont les conditions objectives pour s'engager et développer le pays. Et c'était le sujet d'aujourd'hui. Exactement. Et or, avec ces 12 explosions, c'est vraiment un signal fort pour dire non, le pays n'est ni sécurisé, ni stabilisé et à tout moment. Mais ma question principale, c'est qui pourrait être derrière ces Alors, deux c'est la question qu'on se posait tout à l'heure avec Antoine Mariotti. Avez-vous une hypothèse? Bien évidemment, officiellement, on n'a aucune revendication à cette heure-là. Comme il n'y en a pas une non plus jeudi dernier pour l'attentat du café qui a fait 10 morts. C'est pourquoi je fais 3 hypothèses, mais 3 hypothèses en lien avec le terrain syrien. L'hypothèse, bien évidemment, la plus pertinente, c'est le terrorisme incarné par l'organisation de Daesh, le groupe État islamique. Donc, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Et le groupe, malgré tout ce qu'on dit, les Américains, les Européens, la victoire contre Daesh, etc. Oui, c'est vrai, on a une victoire contre Daesh territorialisée. Mais par contre, Daesh déterritorialisé est aussi dangereux que Daesh territorialisé. A encore une force de frappe plus même, parce que justement, il y a moins de lieux identifiés sur lesquels on peut frapper. Lorsque vous avez un front, lorsque vous avez des infrastructures étatiques, lorsque vous avez une armée face à vous, bien évidemment, vous pouvez frapper. Mais lorsque vous avez un terrorisme partout et nulle part, totalement déterritorialisé. Donc, ça, donc première hypothèse, groupe État islamique. La deuxième hypothèse, qui pourrait, je dis pas, enfin, quand je fais une hypothèse, je n'ai aucune preuve, mais qui pourrait conduire une telle explosion à 600 mètres, selon Al Jazeera, c'est vraiment 600 mètres de l'hôtel du président de la République. 600 mètres, pas plus. Hein. Entre le ministre de la Justice et l'hôtel Four Seasons, c'est 600 mètres entre les deux. Voilà. 600 mètres à l'hôtel du président, je crois même, c'est le président de la République, c'est le président de la France. Avant de se rendre à Damas, il y a eu le service de renseignement, il y a eu la sécurisation de la zone. On peut s'interroger sur qui peut avoir accès à ce périmètre de sécurité. Le Hezbollah, autrement dit, les organisations pro-iraniennes qui n'ont pas levé la main totalement sur la Syrie. Qui n'ont évidemment pas vu d'un bon oeil l'arrivée d'Al-Shara à la tête de la Syrie. Et on voit très bien le vice-ministre des Affaires étrangères iranien qui a menacé la France il y a une semaine pour dire « Vous prenez pour qui pour intervenir dans le détroit d'Ormuz et on ne vous laisse jamais avec les Omanais sécuriser une route. » Donc il a menacé directement la France. Je ne dis absolument pas que c'est une hypothèse. La troisième hypothèse, bien évidemment, c'est le reste du régime. Le reste du régime aussi, ils ont encore une base sociale à Damas. Ils ont encore des militants. Les restes de l'ancien régime, vous voulez dire, de l'ancien régime de Bachar el-Assad, exactement. C'est une hypothèse, mais beaucoup moins pertinente que celle de Daesh et celle de Hezbollah. Et selon vous, c'est le président français qui était visé, c'est le président syrien, c'est le contexte général syrien. Est-ce qu'on a assisté ce matin à une tentative d'assassinat du président français? C'est fort probable. Ahmed Char, oui, il est visé régulièrement. Le directeur de la CIA nous disait qu'il avait sauvé Ahmed Char de 17 attentats. Donc, il est régulièrement l'objectif des attentats, etc. Et il me semble que les Turcs qui assurent sa sécurité également disent l'avoir sauvé à de nombreuses reprises également. Exactement. Donc, mais aujourd'hui, à ce jour-là, à cette heure-là, à cette minute-là, ce n'est pas Ahmed Char qui est au centre de toutes les gravités, c'est Emmanuel Macron. C'est, comme vous l'avez dit, c'est le premier président d'un pays occidental et en plus une puissance, 5e puissance au monde, qui a reçu pour la première fois Ahmed Char ici à Paris, qui se rend à Damas et ensuite il va se rendre au sommet de l'Alliance Atlantique. À Ankara, en Turquie. Oui, voilà. Donc non, personnellement, je pense que à 95%, c'est Emmanuel Macron qui est visé. Est-ce à dire qu'il a pris un très grand risque, le président français, en maintenant ce voyage à Damas? J'entends sur plusieurs plateaux, notamment au Moyen-Orient, pour dire peut-être Emmanuel Macron n'était pas tout à fait conscient de la fragilité du contexte syrien. C'est pourquoi il a pris une telle décision ou un tel risque. Non, c'est pas vrai. Le président Macron, je vais utiliser une expression, connaît grammaticalement le contexte syrien, le contexte politique, le contexte sécuritaire, le contexte militaire, le contexte économique. Il connaît très bien. Il a même conditionné l'accompagnement français
le soutien français, l'aide française à Ahmad Shara avec l'inclusivité et l'intégration des anciens alliés, toujours alliés de la France, à savoir les Kurdes, mais aussi les Alawites, mais aussi les Druzes, etc., etc. Et donc nous, le président est tout à fait conscient, mais peut-être, bien évidemment, Daesh est beaucoup plus fort qu'on imaginait. Surtout que les services français sont très bons, ils l'ont toujours été, sur la Syrie. Ils connaissent ça parfaitement. D'ailleurs, la DGSE, sont les services de renseignement chargés de tout ce qui se passe à l'extérieur, l'équivalent de la CIA si vous voulez, mais même la DGSI, les services intérieurs, ont des réseaux de longue date en Syrie, comme ils en ont en Algérie. D'ailleurs, ça fait partie des quelques pays où la DGSE et la DGSI se tirent parfois un peu la bourre, si vous me permettez cette expression, parce que justement, ils ont chacun leur canot, ils ont beaucoup d'informations. Donc oui, est-ce qu'il était au courant de la situation sécuritaire ? Ça ne fait aucun doute, d'autant qu'on sait qu'il lit et qu'il épluche chaque rapport et service de renseignement qu'il peut recevoir, donc il peut après ne pas être d'accord, mais en tout cas, il connaissait ça, oui, bien sûr. Je rappelle le bilan, bien sûr, parce que le président français est tant mieux, évidemment, est sain et sauf, ainsi que la délégation qui est au palais présidentiel à Damas, où on attend l'ouverture du forum économique. Il y a 18 blessés parmi les Syriens, dont 4 membres de services de sécurité, bilan encore provisoire. On l'a dit, le président Chara avait fait de cette visite un moment de parachèvement de son succès diplomatique depuis 1 an et demi, et vous l'avez rappelé, avec un enjeu premier qui est la reconstruction de son pays après 50 ans d'une dictature terrible, et qui est sans doute l'un des chantiers où il y a le plus à faire de la planète, peut-être avec Gaza, mais je pense que ça intéresse moins de gens, Gaza, que la Syrie. Fin de la parenthèse. Est-ce que précisément cette situation sécuritaire pourrait décourager certains des patrons qui sont dans l'avion du président français qui étaient venus signer des contrats? Ah oui, absolument. Ils disent en fait vous n'êtes pas prêts, c'est trop dangereux. Oui, absolument. C'est pourquoi le président Macron a dit clairement, mais pas seulement le président Macron, enfin tous les chefs d'État qui discutent directement avec Ahmad Shara, ils ont dit, même les Golfiens, il n'y aura pas un seul dollar investi si on n'a pas, avant la reconstruction économique, une reconstruction politique. La reconstruction politique, pourquoi ? C'est une condition préalable. Et là-dessus, Ahmed al-Shara est à la peine. On se souvient bien sûr des exactions contre les Alaouites il y a quelques mois, la question des Kurdes. Voilà. Absolument. Et donc, il disait, pour sécuriser votre pays, pour stabiliser le pays, vous avez besoin d'une reconstruction politique avant tout. Parce que pendant la guerre civile syrienne, il y avait 500 groupes, tous contre tous. C'était la guerre de tous, 500 groupes armés. Aujourd'hui, cette armée syrienne, ce n'est que la composition artificielle de ces 500 groupes. 1. 2, vous avez le nord qui est occupé par la Turquie. Jusqu'à aujourd'hui, la Turquie occupe une partie du nord de la Syrie. Vous avez le sud occupé par Israël. Vous avez la côte alawite massacrée, n'est-ce pas, avec 1600, 1800 personnes assassinées. Vous avez la province de Souaïda, n'est-ce pas, qui échappe encore aujourd'hui au contrôle de Ahmad Shara. Vous avez le Rojava historique. Certes, il y a un processus politique, des négociations entre les Kurdes et Ahmad Shara, mais le Rojava historique s'échappe encore aujourd'hui. D'aucuns disent que 1 an et demi, c'est très court, et que la promesse de l'inclusion est toujours tenue par Ahmed al-Shara, mais qu'il n'a pas eu le temps matériellement, quasiment, de l'application. Il se donne 4 ans. Est-ce qu'au bout de 4 ans... Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, bien évidemment, c'est la volonté d'un Ahmad Shara qui souhaite s'imposer par les contraintes à tout le monde, et non pas par le dialogue. Ce sont des images en direct de Damas que l'on voit à l'antenne. L'un des, j'imagine, je présume, l'un des 2 sites où une des bombes a explosé. Donc, selon les premières informations, une bombe a été placée dans une benne à ordures, l'autre dans une camionnette. La question que je me pose en écoutant Adel Bakawan, Antoine Moretti, c'est que est-ce que ce n'était pas trop tôt pour organiser ce déplacement du président français, pour parler développement, reconstruction, dans un pays qui n'est... la matinée d'aujourd'hui montre peut-être pas prêt, ou au contraire, c'était dans une forme de cercle vertueux, on lance les choses et... Si on veut aider un pouvoir à se renforcer, je pense que c'est le bon moment. Après, c'est risqué, évidemment. Je pense qu'Emmanuel Macron le sait, mais aime ce genre de risque, y compris diplomatique. Je le disais tout à l'heure, il aime bien casser les codes. C'est lui le premier qui a été voir
voir Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite quand il était complètement ostracisé après ce qui s'est passé avec Jamal Khashoggi qui avait été découpé par des proches de Mohamed Ben Salman dans un consulat saoudien en Turquie tout de même. Donc c'est lui le premier à l'avoir fait. Donc si à un moment donné on veut les aider, ça fait déjà 1 an et demi, il faut essayer de donner une impulsion. Donc ça se tient politiquement parlant, économiquement parlant aussi, tout en sachant, et personne ne s'en est jamais caché, je pense, côté français, que oui, il y a encore de très nombreux défis en Syrie, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sécuritaires. Et je rebondis juste, je me permets juste de vous reprendre, Adèle, sur un chiffre sur les 500 groupes pendant la guerre civile. On était plus entre 1400 et 1800. Et là, je vous parle de ceux qui sont de la CIA, qui se sont occupés de faire ce recensement groupe par groupe, parce que justement, et j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, et je les ai rencontrés, et ils m'ont dit, on ne savait plus qui aider concrètement, nous, occidentaux. Et donc, ils ont été chargés de faire ça. Les Français l'ont aussi fait, ce travail, donc la DGSE, et ils ont recensé entre 1400 et 1800 groupes. Et sur ces 1800, il y en a une dizaine où ils se sont dit, bon, eux, on peut les aider. Parce qu'on parlait d'armée syrienne libre, comme s'il y avait une opposition unie, etc. Alors qu'en fait, tout était très désuni, malheureusement. C'est ce qui a été difficile pour cette opposition syrienne, qui a été valeureuse, qui a été courageuse, mais qui n'a pas réussi. Et on peut les comprendre, il y a 1000 raisons à tout ça. Mais derrière, ça crée des défis considérables, parce qu'il y a des rancœurs considérables, des rancœurs aussi communautaires. Et Adèle l'a très bien rappelé à l'instant. Et c'est un pays entier à reconstruire et une unité à reconstruire. Une unité qui était déjà parfois de façade sous Bachar el-Assad, même si c'était davantage que ça ne l'est aujourd'hui, par des intérêts économiques ou autres. La journée se poursuit comme elle était censée se poursuivre. Illustration avec ces images que l'on va voir du côté du palais présidentiel à Damas, où on voit Rodolphe Saadé, le patron de CMA, CGM. Syrienne, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, qui sont donc rassemblés autour de Jean-Noël Barrot pour ces signatures de contrats. Même question, avant de rendre l'antenne, Adel Bakawan. Pour vous, est-ce qu'il était trop tôt pour organiser ce forum, ou précisément c'est une impulsion ça dépend comment vitale. Ça dépend comment on voit les choses. Est-ce qu'on voit les choses de la manière, par exemple, comme on a géré le détroit d'Ormuz? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on attend que tout arrive à terme, et pour dire, en fin de compte, nous, on est là. Voilà, si vous avez besoin d'aide, dans ce cas-là, on ne sera pas un acteur. Oui, on prend le risque de se faire doubler par d'autres acteurs. Vous avez évoqué l'Arabie Saoudite, qui était déjà très engagée, bien sûr. Exactement. Donc, le Charles de Gaulle est rentré à Toulon. Exactement. Si on souhaite être un acteur sur la scène syrienne, bien évidemment, il faut prendre le risque. Le risque est là, mais le président, c'est pas la première fois. Il prend un tel risque. Il s'est rendu à Bagdad au moment où la zone verte était totalement encerclée par les 80 organisations miliciennes pro-iraniennes. Mais plus que ça, il s'est rendu à Erbil, la capitale du gouvernement régional du Kurdistan. Et la nuit, il n'est pas resté à Bagdad, il est resté à Erbil chez Nechirvan Barzani. C'est un risque énorme. Pourquoi? Parce que Erbil, matin, midi, soir, est sous les missiles balistiques intelligents des Iraniens. Mais ce sont des risques à prendre quand on est président de la France. Et voilà, exactement. Il a pris ces risques. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que c'est le prix à payer. Le prix à payer, double image. Donc merci beaucoup Adel Bakawan d'être venu sur ce plateau. Mon petit doigt me dit qu'on va vous retrouver un peu plus tard sur cette antenne, directeur de l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Merci infiniment Antoine Mariotti. Double image de Damas, donc avant de rendre l'antenne, image de l'un des lieux des explosions de ce matin aux abords de l'hôtel Four Seasons où le président français avait passé la nuit, mais là, il est sain et sauf car sa délégation avait déjà quitté l'hôtel au moment des explosions. Et image du palais présidentiel. Vous voyez le patron de CMA-CGM qui est en ce moment à Damas. Ah voilà, l'image a été coupée pour cette signature de contrat. Donc la journée, le programme se déroule comme prévu en dépit donc de ce double attentat à Damas en Syrie. Ce matin, l'info continue sur France 24.